Bonjour à tous et merci à ceux qui suivent ce fil de vidéo. Alors, je vais avoir aujourd'hui le plaisir de vous faire une petite présentation d'un ouvrage que je viens de commettre, si je puis dire. Et il s'agit donc du Manuel du serrurier volume 2, qui s'intitule également Comprendre la sûreté mécanique et électronique. Alors, contrairement au premier volume du Manuel du serrurier, qui s'intéressait exclusivement au fonctionnement mécanique des sûretés et aux différentes failles qu'on pouvait rencontrer, ce second volume reprend bien entendu des éléments relatifs à la sûreté mécanique, mais intègre également des éléments liés à l'électronique et plus spécifiquement aux questions de contrôle d'accès par badge et aux questions de l'utilisation des télécommandes, puisque ces deux types de dispositifs assurent aussi en partie aujourd'hui notre sûreté et intéresse donc bien entendu là aussi les serruriers qui sont souvent les installateurs. Si on regarde un petit peu la table des matières, comme vous le voyez, je commence par m'intéresser à la question du marketing lié à la sûreté pour essayer de déterminer un petit peu quel est aujourd'hui le modèle économique des fabricants et par là même pour voir si ce que l'on nous vend comme étant sécurisé relève véritablement d'une sûreté réelle ou s'il s'agit au contraire parfois d'éléments qui sont plutôt liés au marketing ou à des questions financières plutôt qu'à des questions de sûreté pour l'utilisateur. Cependant, même si vos cylindres présentent un bon niveau de sûreté réelle, rien ne vous garantit véritablement de la sûreté du système, puisqu'il existe en réalité deux typologies de cylindres différents, les cylindres centre-ouvrant et les cylindres variés. Et j'explique ici que l'utilisation de cylindres centre-ouvrants, c'est-à-dire de cylindres produits en série avec la même combinaison, réduit parfois à néant les efforts qu'on peut faire en matière de sûreté. Alors, au-delà des cylindres centre-ouvrants ou variés, existent également d'autres catégories de cylindres, et notamment les cylindres dits sur organigramme ou sur ouverture centrale. Alors, qu'est-ce qu'un cylindre sur organigramme? Pour dire les choses simplement, l'organigramme en serrurerie est une transcription de l'organigramme hiérarchique, c'est-à-dire que le patron, par exemple, d'une PME, détient un pass général lui permettant d'ouvrir toutes les portes de ses locaux, tandis qu'un employé, lui, aura une clé qui ne permettra d'ouvrir que son bureau. Alors, comment fonctionnent ces systèmes? Comment un cylindre peut-il admettre plusieurs combinaisons? Quels sont les risques qui peuvent exister en matière de sûreté? Comment les pallier? Comment prescrire ce type de système aux clients? Comment en assurer la gestion? C'est ce que l'on voit un petit peu sur les chapitres suivants, avec également la notion d'ouverture centrale qui se rapproche beaucoup de l'organigramme et qu'on trouve aujourd'hui énormément dans les habitations de type immeuble, sur lesquelles vous pouvez, par exemple, peut-être, avec votre propre clé, ouvrir tout à la fois les parties communes et votre propre appartement. Je m'intéresse donc ici véritablement à la typologie de ces cylindres et à la sûreté qui peut en découler ou, bien entendu, aux risques qui peuvent être avérés. Pour avoir une bonne approche de la sûreté, au-delà de la typologie des cylindres qui sont utilisés, il importe également de se poser la question de la serrure qui est mise en place, puisque cette dernière constitue également un point faible de notre ensemble. Dans la majorité des cas, les cambrioleurs se contentent, si l'on peut dire, de briser des cylindres dépassants pour enclencher ensuite le bloc serrure à l'aide d'un simple tournevis. Or, se développent depuis quelques années de nombreuses serrures dites à part-attaque ou à délateur qui permettent justement, en cas de tentative d'effraction, d'enclencher des éléments à l'intérieur du bloc serrure, empêchant son fonctionnement normal. Quelle est l'histoire de ces systèmes? Comment fonctionnent-ils actuellement? Constituent-ils véritablement une bonne garantie en termes de sûreté? C'est ce que j'essaye d'expliquer sur le chapitre suivant. Après m'être intéressé à la question de la sûreté mécanique liée aux cylindres et aux serrures, il m'a paru intéressant de voir un petit peu ce qu'il en était du contrôle d'accès, et notamment du contrôle d'accès par badge RFID, qui se développe énormément depuis plusieurs années, que ce soit pour rentrer au sein des immeubles d'habitation, des entreprises ou dans les hôtels. Quelles sont les différentes typologies de cartes qui peuvent exister? Ces cartes-là sont-elles copiables? Peuvent-elles être modifiées pour avoir des accès complémentaires? C'est ce que j'essaye de développer un petit peu au travers de ces chapitres, avec une petite partie théorique pour bien comprendre le fonctionnement de ces systèmes, mais également deux chapitres pratiques
Le premier pour apprendre à copier simplement des badges à partir d'un simple téléphone Android, et le deuxième pour réaliser des opérations plus complexes sur certains badges qui ne peuvent être lus à l'aide du téléphone avec un outil qu'on appelle le Proxmark 3. Comme l'utilisation de badges RFID n'est en réalité rien d'autre que de la communication radio en champ proche entre un lecteur de proximité et la carte qui lui correspond, je me suis ensuite naturellement intéressé à des communications radio plus étendues, toujours liées à la sûreté, et donc à tout ce qui concerne les télécommandes que nous utilisons au quotidien, que ce soit pour l'ouverture de notre véhicule, pour la désactivation d'une alarme ou tout simplement pour ouvrir un portail. Ces communications radio peuvent-elles être interceptées, peuvent-elles être contrefaites, calculées? C'est ce que je développe au cours de ces chapitres où, là encore, j'essaye d'apporter tout d'abord une vision théorique du principe de fonctionnement de la radio et des télécommandes, puis des explications pratiques illustrées de ce qu'on appelle une attaque replay, c'est-à-dire le fait d'écouter une télécommande et de rejouer le signal par la suite. Alors le chapitre suivant est peut-être moins amusant puisqu'il s'intéresse non pas au hack de nos télécommandes, mais aux normes et certifications existantes sur le territoire pour tout ce qui concerne les éléments de serrurerie. Cette partie intéressera peut-être moins les néophytes passionnés de mécanique ou d'électronique, mais j'ai trouvé utile de l'inclure parce qu'elle permettra aux professionnels et aux responsables de sûreté des sites d'y voir aussi un petit peu plus clair, au-delà des explications techniques, sur la législation actuelle en la matière. Pour ne pas rester sur le côté un petit peu aride des normes et des certifications, je me suis ensuite penché sur une matière plus vivante, même si elle est souvent méconnue, à savoir l'analyse forensique en serrurerie. En effet, jusqu'ici, on avait essayé de déterminer quelles étaient les conditions optimales de sûreté d'un site, mais si une effraction ou une tentative d'effraction intervient, quelles sont les traces qui peuvent être décelées a posteriori sur les cylindres et les sûretés, que les techniques employées aient relevé de l'ouverture destructive ou de l'ouverture fine. Enfin, pour terminer ce volume 2, je me suis intéressé à l'histoire passionnante des coffres-forts à travers les âges, pour essayer de décrire leur évolution, les différents blindages qu'on peut rencontrer actuellement, les problématiques qui peuvent être liées à l'ouverture de ces meubles de sécurité, sans bien entendu entrer dans des détails qui pourraient permettre à des personnes mal intentionnées d'utiliser à mauvais escient ces informations. En conclusion, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé, qu'elle ne vous aura pas paru trop longue, même s'il me semble toujours difficile de résumer un ouvrage en quelques minutes, et j'espère également que certains d'entre vous prendront plaisir à le lire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.